Bienvenue à tous sur French Listen. Je suis Bernard et aujourd'hui, avec Sandra, on va plonger dans un truc qui, franchement, m'a toujours un peu fasciné. Tu sais, Sandra, cette différence entre le français qu'on apprend à l'école, genre très académique, très « je vais à la bibliothèque », et le français qu'on entend dans la rue? Oh, absolument. Il y a vraiment un grand écart et même moi, je me piège encore. Je me rappelle d'un moment, à Paris, chez un fleuriste. J'ai sorti un « Je souhaiterais acquérir un bouquet, je vous prie ». Il m'a regardé comme si j'avais demandé une greffe d'œil. C'était totalement trop soutenu. Oh, ça me rappelle, ma toute première fois à Lyon, j'ai confondu boulot et travail devant tout un petit groupe. J'étais bien content de dire « j'adore mon boulot ». Mais dans le contexte, on m'a sorti cet air mi-amusé, mi-dubitatif, comme si j'avais annoncé que j'adore bricoler des toasters géants dans mon salon. J'exagère un peu, mais franchement, même les mots les plus simples peuvent sonner très différemment selon le contexte, quoi. Et ce n'est pas juste les mots, c'est genre l'intonation, l'ambiance. Moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle les Français passent d'un registre à l'autre. Tu fais la queue au café, 2 minutes plus tard, t'es dans une conversation mi-sérieuse, mi-vannante. Tu dis « ça roule, c'est cool », mais tu balances un « tu » au mauvais moment et « oups ». C'est tout un monde qui se ferme devant toi. Oui, t'as raison. Et cette histoire du « tu », c'est assez dingue. Moi, je pensais jamais que dire « tu » pouvait choquer tant que ça. Après, il y a aussi les expressions à la mode, genre entre « c'est stylé » et « c'est trop lourd », j'ai toujours l'impression d'arriver en retard à la fête. D'ailleurs, petit clin d'œil aux auditeurs, vous saviez que le « tu », ça peut vraiment hérisser le poil selon la personne? Faites-nous signe, dites-nous vos anecdotes. En parlant de ça, je te propose un petit jeu, Bernard. Imagine 3 scènes. Une au café, t'arrives. Un petit café, s'il vous plaît. Le ton, il est relax et tu coupes un peu les mots. Tu remarques? Ensuite, une réunion au bureau, très polie. Et si on essayait ça, en gauchant tout le monde et qui était méga attentif à pas froisser l'autre. Ah, mais grave. Et en famille, alors là, c'est feu d'artifice de diminutif. J'ai entendu une sœur balancer à l'autre « Ça roule ma poule !» J'étais complètement perdu. J'imaginais littéralement une poule sur un skate. Je te jure, ça va loin. Mais tu sais, cet usage du tutoiement, j'ai fait une bourde en réunion un jour. Réunion franco-britannique. Je me croyais subtil. Puis paf, je tutoie le patron devant tout le monde. Grand moment de solitude. Grand sourire de ceux qui ne savent plus où se mettre. Oui, le tutoiement-vouvoiement, c'est une gymnastique. Et alors, on, au lieu de nous, c'est presque une philosophie en France. On y va, au lieu de nous allons y aller. Puis, tous ces raccourcis, apéro, ordi, rencard. Parfois, j'ai l'impression que les Français veulent gagner qu'une arme. Et même les syllabes, c'est grand, sache. Ouais, c'est vrai. Ils font de la linguistique de l'économie. C'est comme fabriquer une montre suisse avec moins de pièces. Bref, je pense que parfois, ce sont justement les petits mots, les tics de langage qui t'ouvrent les portes ou qui mettent l'ambiance. Alors, mes 3 astuces du jour pour survivre dans la jungle du français parlé. 1. Écoutez les formules qui reviennent. Tu sais, pas de souci, y a pas de quoi. C'est comme les abeilles qui font toujours le même chemin vers la ruche. 2. Osez copier les intonations. Je sais, c'est un peu gênant au début, mais franchement, ça change tout. 3. Surtout pas avoir peur de demander, genre, comment on dirait ça chez vous? Et là, souvent, les gens adorent t'expliquer. Oh ouais. Et méfiez-vous des mots pièges. J'ai mis un temps fou à capter la nuance entre ça me saoule, qui est très fort, et c'est pénible, un peu plus soft. Et faire gaffe à pas tout traduire au mot à mot. Un jour, j'ai sorti « Je suis chaud » pour dire que j'étais motivé. Je te laisse imaginer la tête des gens. Ah, et puis, mon plus gros fou rire, c'était en Bretagne. J'ai commandé une tarte flambée au lieu d'une galette. Et là, les Bretons m'ont regardé comme si j'avais demandé, je sais pas, des sushis dans une boulangerie. Mais oui,
Et il faut vraiment oser se tromper. Si tu te plantes, tant pis, tu écoutes, tu rigoles avec tout le monde, et la fois d'après, t'as appris un truc en plus. Faut accepter de pas tout comprendre tout de suite, sinon, c'est mort. Exact. Et parfois, je me demande si, justement, se tromper, c'est pas la meilleure passerelle pour lier contact. Moi, ça a souvent détendu l'atmosphère, mes bourdes. Alors justement, pratiquer, c'est un peu la clé de tout. On croit tout le temps qu'il faut attendre d'être prêt. Mais en vrai, faut juste y aller, même sur des petits riens. Genre, dire bonjour au voisin ou demander son chemin. Moi, j'insiste là-dessus parce que, souvent, c'est moins stressant que ce qu'on croit. Ouais, et les groupes de conversation, honnêtement, ça aide. Même sur Zoom, tu trouves toujours un atelier sympa où tout le monde galère un peu, personne ne juge, au contraire. C'est hyper convivial. Sinon, t'as essayé le journal en français ? Moi, je note chaque jour une nouvelle expression et j'essaie de la replacer dans la journée. Bon, des fois ça donne des associations bizarres, mais c'est marrant et ça rentre plus vite. Ah, le journal d'expression, j'adore. Je le fais avec des post-it sur la porte du frigo. Faut juste prévenir tes colocs, sinon ils croient que t'es devenu poète. Si je repense à mes débuts, tu fais souvent les mêmes erreurs, sans même t'en rendre compte. Genre, utiliser le subjonctif là où il faudrait pas, ou coller une expression mot à mot. Faut parfois noter ces bêtises, histoire de les repérer la fois d'après. Oui, et la reformulation, c'est magique. Tu te rends compte que t'as fait une boulette, hop, tu reprends, pardon, je voulais dire, et là, ça marque. Ça construit des réflexes, puis la confiance vient avec. Faut vraiment pas hésiter à demander des retours, non ? Clairement. Parfois, j'en parle à des amis français, je leur demande carrément de me corriger doucement après une conversation. Bon, parfois, ils y vont un peu fort, mais ça marche. Ça paraît bête, mais plus tu oses demander, plus tu progresses. Moi, quand j'ai commencé l'espagnol, je notais chaque petite correction après chaque conversation, et ça fait boule de neige. Après, il y a un truc hyper important, s'ajuster à la personne en face. Ça se voit vite au ton, au choix des mots, à la vitesse. Si quelqu'un parle très formel, tu modules, tu ralentis, tu montes d'un cran dans le registre. Et si c'est informel, tu peux, comme qui dirait, relâcher un peu les boulons pour piquer une image de mon monde d'ingénieur. Moi, je me fais parfois des mini-scénarios dans la tête. Ok, là je parle à un copain. Ou, là, c'est le PDG. Pas de blague sur les toasters. C'est génial, ces jeux de rôle. Entraîne-toi à jouer différents personnages. Amis, collègues, clients, supérieurs. C'est comme dans la nature. Une abeille ne danse pas pareil devant la reine que devant une fleur. Ah, j'adore ta métaphore. Effectivement, plus tu fais ce genre d'exercice, plus c'est naturel de switcher entre registres familiers et soutenus. Tu muscles ton instinct linguistique, quoi. Et puis, faut pas oublier tout ce qui est non-verbal, hein. Un sourire, c'est une invitation à être plus décontracté. Un regard sérieux, hop, tu remontes le niveau de langage. Il y a toute une alchimie là-dedans. Oui, et préparer dans ta tête 2-3 phrases type par contexte, ça aide. Genre, pourriez-vous m'indiquer, pour le professionnel, on se retrouve où, pour le social. Jouer à incarner différents profils, c'est aussi un booster. Tu deviendras un caméléon du français. Après tout, faut pas hésiter. Change de ton, varie le vocabulaire, amuse-toi avec. Même quand on rame un peu, c'est là qu'on apprend le plus. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où... Non, on en reparlera une prochaine fois. C'est tout le sel du truc. Plus tu fais, plus tu t'adaptes. Langage, gestes, esprit. On pourrait en parler pendant des heures. Mais je crois qu'on arrive à la fin, Bernard. Oui, c'était super de partager tout ça avec toi, Sandra, et avec vous, chers auditeurs. Alors, gardez l'oreille grande ouverte. Amusez-vous avec le français et n'oubliez pas, même les toasters les plus rouillés finissent par griller une tartine un jour. Il suffit de persévérer. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, à tout de suite dans la suite de l'épisode. J'ai quelque chose de super cool pour toi, Bernard. Vraiment. T'es prêt ? Aujourd'hui, on va parler de... Attends, comment je peux dire ça ? Comment parler français comme un vrai français, tu vois ? Pas juste genre commander un café, mais plutôt vraiment sonner comme si on venait de Paris ou de Lyon. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, tu sais, c'est drôle parce que la dernière fois que j'étais à Paris,
comment dire, j'essaie toujours de commander ces fameuses baguettes, tu sais, et puis j'ai demandé à la boulangère, genre 2 baguettes s'il vous plaît, mais avec, bon, clairement, un accent british. Et là, elle me sort. Elles seront aussi croustillantes que votre accent, monsieur. Je me suis senti, tellement repéré. Impossible de tricher, franchement. Ah mais, oui, ça m'étonne même pas. Et puis, c'est vrai, maîtriser le vrai français, ça change tout pour s'intégrer, quoi. Sinon, t'as juste l'impression d'être genre à côté de la plaque, non? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile, tu penses, d'éviter les gros pièges du français de tous les jours? Alors, déjà, il y a des mots qu'on croit connaître, des expressions qui, veulent pas du tout dire ce qu'on imagine. Et puis, il y a ce rythme, tu vois, cette façon de genre, couper les phrases, les intonations bizarres. Le piège, c'est vraiment de croire que le français d'Emmanuel, c'est pareil que celui parlé dans la rue. Et, c'est carrément pas pareil. Par exemple, tu rentres dans une boulangerie, encore une fois, et au lieu de « comment ça va », c'est direct « ça roule » ou même juste « ça va », lancé à toute vitesse, et genre « au taf », tu dis « bah ouais » au lieu de répondre « oui » comme un robot. Et le fameux « c'est pas faux », c'est partout, dans toutes les conversations un peu sarcastiques. Oh là là, au début, j'étais complètement perdue avec des trucs du genre « il pleut des cordes », tu vois? Genre, je regardais par la fenêtre et je voyais pas de cordes du tout, hein? Mais c'est fascinant parce que ce sont ces trucs-là, je crois, qui font toute la différence entre juste parler français et sonner vraiment français. Ouais, et tu sais, il y a plein de petites astuces faciles. Quand tu raccourcis, genre « t'inquiète » au lieu de « ne t'inquiète pas », ou tu zappes une syllabe, ou t'exagères un peu les mots, genre « franchement », avec l'intonation qui monte. Ça, c'est typiquement français. Même les bof, bah, ça rythme la phrase, et tu sens direct « ah, il est du coin, lui ». Et puis tu vois, c'est un petit peu de grammaire bousculée aussi. On parle, on coupe, on mélange. Ça me fait penser au marais, c'est un truc vivant, en mouvement, jamais figé. Je crois que c'est ça qui m'a accroché au début, tu vois? Mais attends, dis-moi, comment tu fais, toi, pour adapter ton français au boulot? Genre, tu parles pas pareil qu'avec tes potes ou ta famille, si, et chez toi, t'es plutôt formel ou, bon, relax? Ah, alors là, clairement, il y a des mondes entre les contextes. Genre, au boulot, on se vouvoie à mort. Tu vois? Madame, pourriez-vous m'envoyer ce fichier, s'il vous plaît? Tout ça. Et le jargon pro, tu vois, même les anglicismes, genre checker ça. Même en français, ça passe maintenant en open space. Et puis, à la maison, franchement, c'est du tutoiement non-stop avec des « t'as pensé à sortir la poubelle ?» et les blagues pas très fines. La famille. Alors là, justement, un dîner, il y avait un débat sur actuellement. Moi, je croyais que c'était actually, alors que pas du tout. Grosse confusion du coup. Non, mais attends, vas-y, essaie pour moi, fais-moi le mec super formel. Alors, excusez-moi madame, auriez-vous l'amabilité de me transmettre, le rapport trimestriel dès que possible? Voilà, mi-correct, mi-robot, hein? Pas mal, mais bon. Et maintenant, version ultra relax, genre pote de bar? Eh mec, t'as chopé le dossier? On se fait une bière après? C'est mieux? Ouais, là, c'est carrément l'apéro. Je reconnais le style. Mais alors, tu disais, la subtilité du ton, ça vient comment? Parce que c'est pas juste les mots, hein? C'est genre l'énergie, l'intonation. Exactement. Parfois, c'est juste une question de volume ou d'accent sur le bon mot. Genre, tu veux paraître plus poli, tu fais descendre ta voix, tu ajoutes un « s'il vous plaît », tu modules un peu, tu sais, et si tu veux être plus décontracté, tu laisses laisse filer, tu montes la voix à la fin, tu balances des « ouais, grave ». C'est trop marrant comme
Tu peux changer toute la vibe juste avec ça. Et, c'est quoi ta phrase type pour passer du formel au familial? Tu te souviens d'un exemple? Oh. Auriez-vous la gentillesse de me passer le sel devient un genre tu peux me filer le sel ou même juste le sel STP. Ça va très vite d'un contexte à l'autre, surtout à table, tu sais. Ouais, ça me parle. Et c'est un peu comme quand tu planifies une sortie avec tes amis, tu peux tout faire passer en fonction du ton. Mais alors, pour ceux qui écoutent, comment on fait pour s'entraîner à ça? Genre, écouter le contexte et ajuster, c'est pas évident, non? Franchement, pour moi, premier truc, toujours écouter, vraiment, l'ambiance autour. Tu sens direct si c'est tendu, si c'est relax, genre le ton baisse, les mots sont plus longs, plus doux. C'est sûrement sérieux. Si ça s'accélère, c'est que c'est cool. Un bon exercice, c'est de s'enregistrer en parlant dans 2 styles, formel puis super relax, et de se réécouter. On entend vite si on sonne vrai ou complètement à côté de la plaque. Ah, j'adore cette astuce. Moi, j'utilise beaucoup les formules, tu sais, genre « pour être poli, pourriez-vous » Serait-il possible de... Ou alors juste « tu veux un café ?» quand c'est plus détendu. Les mots que tu choisis, ça fait tout, non? Absolument. C'est le petit détail qui change la perception. Les expressions comme « je vous en prie » versus « il n'y a pas de souci », selon le contexte, ça adapte toute la conversation. Mais, attends, il y a un truc en plus, c'est l'écoute active, non? Genre, comprendre les indices, le non-verbal aussi. Oui, c'est super important. Écoute, tu repères direct. Si l'interlocuteur garde les bras croisés, voix calme. Sûrement. Faut rester formel. Si au contraire, il bouge, il rigole, tu peux te lâcher un peu, tu vois. Moi, je conseille. Tu t'enregistres dans chaque registre et après, tu débriefes tout seul. Genre, est-ce que là, j'ai pas l'air coincé? C'est pas mal aussi de noter quelques phrases types, genre dans son téléphone. Comme ça, on les ressort sans, stresser, selon le contexte. Carrément. C'est comme avoir une boîte à outils, politesse pour le pro, relâché pour les amis, et t'adaptes facilement. Dernière astuce avant qu'on boucle Bernard. Pour toi, comment on apprend à ajuster son ton, vraiment? C'est quoi le secret? Alors, faut écouter, écouter encore. Même les podcasts comme French Listen, oui. T'écoutes comment ça se parle, tu repères les tournures, l'énergie. Aussi, lire à voix haute, c'est super utile. Un email formel, tu prends une voix posée. Un SMS à un pote, tu balances l'intonation super relax. Tu t'enregistres, t'écoutes, tu ajustes, tu progresses comme ça, petit à petit. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue. À tout à l'heure pour la Aujourd'hui, on suite se de penche l'épisode. sur le français parlé, le vrai, celui qu'on entend tous les jours. Pas forcément celui des livres de grammaire, hein. On a pas mal de matières. Des blogs, des guides pratiques à 6000, Nathalie FLE, des discussions en ligne assez animées et même un peu de recherche universitaire avec Scholarzest. L'idée, c'est de décortiquer ce qui fait qu'une conversation sonne authentique. Les expressions, les tics de langage, les niveaux de langue et même les petites erreurs que tout le monde fait, y compris les Français. Allez, on y va. Oui, c'est un point sensible pour beaucoup d'apprenants. On peut avoir un bon niveau, B2, C1, mais sentir qu'on parle encore un peu comme un manuel scolaire, quoi. C'est ça, un peu rigide. Exactement. Et du coup, on manque de confiance, on a du mal à suivre une conversation qui va vite, ou même un film sans les sous-titres. Donc, l'objectif ici, c'est un peu de combler ce fossé. Et ce qui est fascinant dans les sources qu'on a, c'est de voir cette tension constante entre les règles, le français officiel, et puis l'usage, l'usage réel de tous les jours. Alors, commençons par la base, un truc essentiel qu'on retrouve partout, notamment chez Assimil, les fameux registres de langue. Il y en aurait 3 principaux, familier, courant et soutenu. C'est ça. Le familier, c'est le langage cool, entre potes, en famille, vocabulaire simple, parfois un peu d'argot, phrase courte.
On mange des lettres, genre sais pas pour tu ne sais pas. Et la négation. Ah oui, la négation. Le ne qui disparaît tout le temps. J'ai pas faim, je veux pas. Exactement. C'est typique du familier. Ensuite, il y a le courant. C'est le standard, en fait, le plus neutre. Celui qu'on est censé utiliser dans la majorité des situations, au travail, avec des gens qu'on ne connaît pas très bien. La grammaire est correcte, le vocabulaire aussi, mais ça reste accessible. C'est la norme, quoi. Et enfin, le soutenu. Là, c'est la classe au-dessus. Vocabulaire recherché, phrases complexes, syntaxe impeccable. On le trouve surtout à l'écrit ou dans des discours très formels, très jiji. Très pompeux, parfois, si c'est mal utilisé à l'oral. Oui, voilà. Assimile donne un bon exemple pour demander comment ça va. En familier, tu peux dire « ça roule » ou « ça a été ta journée ». En courant, ce serait plutôt « comment s'est passée votre journée » ou « ta journée ». Classique. Et en soutenu, alors là, ça devient presque drôle. Puis-je manquer rire du déroulement de votre journée? Personne ne parle comme ça au quotidien. Non, clairement pas. Et le guide Nathalie Flay, il insiste vraiment là-dessus. C'est pas tout de connaître les registres, le plus dur, c'est de savoir quand utiliser lequel. Et avec qui? Ah oui, le contexte. C'est essentiel. Une question de relation, de situation sociale. Si tu balances du langage super familier en plein entretien d'embauche, bon courage. C'est clair. Grosse gaffe. Et à l'inverse, parler de façon trop soutenue avec tes amis, ça peut mettre une distance, ça peut faire un peu snob, non? Ouais, un peu décalé. Scolaire Z confirme ça aussi d'ailleurs. Le choix du registre, c'est une adaptation constante. Vocabulaire, grammaire, tutoiement, vouvoiement et même la prononciation, ça joue. C'est ça. C'est une vraie compétence sociale, en fait. Il faut faire attention. Assimiler le dit bien, mal dosé, ça peut vite faire perdre en crédibilité. Exactement. Et le soutenu, à l'oral, c'est vraiment rare et ça peut vite tomber dans le ridicule si ce n'est pas maîtrisé ou justifié par la situation. Donc, le courant reste un peu la valeur refuge, la zone de confort la plus large. Le plus passe-partout. Voilà. Et d'ailleurs, cette histoire de registre, ça explique aussi certaines tournures qu'on pourrait voir comme des erreurs. Par exemple, dans les discussions sur Reddit, beaucoup mentionnent la voiture à Paul au lieu de la voiture de Paul. Ah oui, ça on l'entend tout le temps. Registre familier, c'est hyper courant, c'est même la norme à l'oral pour beaucoup de gens. Ça montre bien ce que disait Scholar Zest sur la langue vivante. L'usage finit par modeler la norme, surtout à l'oral. La règle officielle et la pratique, ce sont parfois deux choses différentes. Intéressant. Passons maintenant à ce qui donne vraiment sa couleur au français parlé. Les petits mots, les expressions, les tics de langage. On a une source, 25 tics de langage, qui en liste pas mal. Les grands classiques pour hésiter ou faire une transition, bon, quoi, à la fin d'une phrase? Oui, ces petits mots, Scholar Zest les appelle des marqueurs pragmatiques. Ils ne sont pas juste là pour faire joli ou pour combler les blancs. Ils structurent la conversation, ils aident à gérer le tour de parole, ils indiquent une hésitation, une nuance. Alors enfin, c'est un peu l'huile dans les rouages, quoi. Bien vu, c'est vrai que ça rythme. Et puis, il y a les stars du moment, ceux qu'on entend absolument partout. L'article cite « du coup ». Voilà, du coup. Ah oui, du coup, il est partout celui-là. C'est presque devenu un tic pour marquer la conséquence. J'avais plus de batterie, du coup, j'ai pas pu appeler. Parfois même à la place de donc, ou alors. C'est vrai. Et en fait, très utilisé aussi, pour préciser quelque chose, corriger une première impression ou apporter une nuance. Je croyais qu'il était parti, mais en fait, il est encore là. Exact. L'omniprésence de « du coup », c'est intéressant, non? Certains disent que c'est juste une mode un peu agaçante peut-être. D'autres y voient une évolution, un besoin de marquer très explicitement le lien cause-conséquence dans le flot de la conversation. Peut-être. En tout cas, c'est un signe fort du français parlé informel d'aujourd'hui. Et la liste continue. Voilà. Pour conclure au juste ponctué, bref, pour résumer et changer de sujet. Carrément. Pour dire oui avec enthousiasme. Oui, carrément, j'aime bien celui-là. Genre aussi, très polyvalent. Soit comme interjection, soit pour donner un exemple, une approximation. Il avait un look genre un peu années 80. Et bien sûr, tu vois ou tu sais, pour accrocher l'interlocuteur. En gros, pour simplifier. Et l'incontournable, ouais, pour dire oui de façon relaxe. Et il y a aussi les expressions imagées qu'on trouve dans la vidéo YouTube analysée. Elles sont super utiles pour donner son avis rapidement. Ça m'étonnerait, pour exprimer un doute, mais poliment. Oui. Tu rêves? Là, c'est plus direct, pour dire que c'est pas réaliste. Pas mal, ce compliment un peu modeste, mais positif. Un classique français, le pas mal. C'est ça. Chapeau pour l'admiration. Ou encore, je vois le genre,
pour dire « Ok, j'ai compris la situation ou le type de personne ». D'ailleurs, on entend souvent l'élision, là, je vois le genre. Ah oui, l'élision, on y revient. Ça nous mène à la prononciation. Mais juste avant, un mot sur les expressions idiomatiques. Oh là là, French Course en donne une bonne liste, et c'est vrai que c'est fondamental. Tenter de les traduire mot à mot, c'est souvent la catastrophe. Ah oui, c'est le cœur du français vivant, imagé. Ce sont des blocs de sens, il faut les apprendre comme ça. Quelques exemples. Poser un lapin. Ne pas venir à un rendez-vous. Voilà. Mettre son grain de sel. Donner son avis sans qu'on l'ait demandé, souvent pour critiquer un peu. C'est ça. Avoir le cafard. Être triste, déprimé. L'image est parlante. Tout à fait. Il y a aussi faire la grasse matinée. Dormir tard, le bonheur du week-end. Couper la poire en deux. Faire un compromis, trouver un accord. Avoir un chat dans la gorge. Être enroué, avoir la voix cassée. Manger sur le pouce. Manger vite, un sandwich, debout ou au bureau. Et on peut ajouter avoir la gueule de bois. Oula, oui. Le lendemain de fête, difficile. Jeter l'éponge. Abandonner, renoncer. Et une qui est très utile, avoir du pain sur la planche. Avoir beaucoup de travail, être débordé. En maîtriser quelques-unes comme ça charge tout dans une conversation. Ça donne de la couleur. Absolument. Ça montre une vraie immersion dans la langue et la culture. Mais ça demande de l'écoute, beaucoup d'écoute. Et on en arrive à la prononciation, justement. Le guide Accent insiste là-dessus. L'écoute active est primordiale. Il faut capter le rythme, la mélodie de la phrase, les intonations, et bien sûr les sons spécifiques du français, les voyelles nasales, on, en, un. C'est souvent un casse-tête pour les apprenants. C'est vrai, l'oreille doit vraiment s'habituer. Le guide conseille donc d'écouter attentivement, pas juste entendre, mais repérer les détails, comment les mots se lient entre eux, les amis, où sont les accents toniques, même s'ils sont plus légers en français, la petite musique de la phrase qui monte ou qui descend. Et après l'écoute, la pratique. Oui, la pratique, carré. La répétition, l'imitation, ce qu'on appelle le shadowing, répéter juste après un locuteur natif, lire à voix haute en essayant de reproduire ce qu'on entend. Le but, c'est pas forcément de gommer son accent d'origine, mais d'être plus fluide, plus compréhensible. Et de sonner plus naturel grâce aux liaisons, aux élisions, comme, je sais pas. Exactement. Ces petits détails font une grande différence à l'oreille. Bon, et maintenant, on arrive à la partie la plus rassurante peut-être. Même les Français font des erreurs. La discussion Reddit qu'on a regardée est une vraie pépite sur ce sujet. L'erreur numéro 1 citée, c'est la confusion à l'écrit entre l'infinitif en ER et le participe passé en EE. Il a mangé au lieu de il a mangé. Oh oui. Un grand classique. Ça vient directement de l'oral. On entend le même son E, donc à l'écrit, parfois on met la forme la plus simple, l'infinitif. Et dans le même genre, il y a tous les homophones grammaticaux. Ça ou ça, ce ou ce, a ou a, ait, ait. C'est un cauchemar même pour les natifs, surtout quand on écrit vite. Un autre champion des fautes qu'on entend tout le temps. Si j'aurais au lieu de si j'avais. Tout le monde connaît la règle, les si n'aiment pas les ré. Mais à l'oral, ça sort tout seul. C'est vrai, c'est très tenace. Et que dire des accords du participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le COD est placé avant? Les fleurs que j'ai achetées ou achetées? Ah, ça. Un monument national de la complexité. Absolument. Les règles sont parfois tellement compliquées, avec plein d'exceptions, que l'oral a tendance à simplifier. C'est humain. Reddit mentionnait aussi les doutes sur le genre de certains mots. Un ou une après-midi, un ou une enzyme. Ou hémisphère. Ah oui, hémisphère. Masculin dans le dico, mais on entend souvent une hémisphère, sans doute à cause de sphère, qui est féminin. Exactement. C'est l'analogie, l'usage populaire qui vient un peu bousculer la norme établie. Ça montre bien que la langue n'est pas figée. Mais l'exemple le plus frappant qui nous ramène au registre et à l'oral, c'est l'omission quasi générale du « ne » dans la négation. Je sais pas, tu viens pas? C'est pas grave. On en parlait au début, la vidéo YouTube le notait aussi avec « je dis pas non », tout à fait. Et c'est tellement ancré dans le français parlé, même dans le registre courant, que franchement on peut se demander si c'est encore une faute dans ce contexte-là. Dire systématiquement « je ne sais pas » dans une conversation informelle, ça peut même sonner un peu... Un peu scolaire, un peu rigide, ouais. Voilà. Donc, voir ces phénomènes juste comme des erreurs, ce serait un peu réducteur. Ils nous disent beaucoup sur les points difficiles de la langue, les homophones, les accords compliqués, et surtout, ils montrent que la langue parlée, elle vit, elle bouge, elle évolue, elle se simplifie parfois. C'est pas la même chose que la norme écrite. Et ça nous conduit tout droit aux stratégies d'apprentissage. Si même les natifs se trompent,
Et si le français parlé est si différent des manuels, comment on fait? Des approches comme Français authentique ou Nathalie FLE suggèrent de sortir un peu des méthodes purement grammaticales, qui peuvent être un peu rébarbatives. Oui, l'idée qui ressort beaucoup, c'est de chercher une approche plus naturelle, plus basée sur l'immersion, sur le plaisir aussi. Français authentique insiste là-dessus. Écoutez, écoutez, écoutez. Du contenu authentique, des podcasts, des films, des séries, s'immerger dans la langue telle qu'elle est vraiment parlée. Mhm. Et l'article sur l'humour dans l'apprentissage va dans le même sens. Apprendre en s'amusant, avec des émotions positives, ça aide énormément à mémoriser. Bien plus que la pression et le stress de faire des fautes. Ce point sur les émotions, il est crucial. La peur de faire des erreurs, ça bloque complètement. Si chaque fois qu'on ouvre la bouche, on a peur d'être jugé, on finit par ne plus rien dire. L'article suggère même d'apprendre à rire de ses propres erreurs. C'est très important ça. Décomplexer. Se dire que faire des erreurs, c'est normal. Ça fait partie du jeu, de l'apprentissage. L'objectif premier, c'est de communiquer. Communiquer avant la perfection. Exactement. Plusieurs sources le rappellent. Le but ultime, c'est pas forcément d'avoir un français parfait digne de l'Académie française, mais d'être capable de comprendre les autres et de se faire comprendre efficacement dans la vraie vie. Et pour ça, il faut pratiquer. Oser parler, même si c'est pas parfait. Écrire, chercher le contact. Accepter que le français idéal des livres est une chose et que le français utile et vivant du quotidien en est une autre, peut-être plus atteignable. C'est ça. C'est un changement de perspective qui peut être très libérateur pour beaucoup d'apprenants. Passer de la peur de la faute à l'envie de partager, d'échanger. Et ça soulève une question plus large qu'on sent en filigrane dans nos sources, ce rapport entre la norme, la grammaire officielle, parfois un peu rigide, défendue par des institutions, et puis l'usage réel, quotidien, changeant, parfois incorrect, mais tellement vivant. Comment on navigue là-dedans ? Bon, alors, si on devait résumer un peu tout ça. Maîtriser le français parlé, finalement, c'est peut-être moins viser le zéro faute grammaticale que développer une sorte d'intelligence sociale de la langue. J'aime bien cette idée. Sentir quel registre est approprié, savoir utiliser les expressions, les tics de langage, avec naturel, sans en faire trop non plus, avoir une bonne oreille pour comprendre, et travailler sa propre prononciation pour être compris facilement. C'est accepter la langue avec toute sa richesse et même ses petites imperfections. Oui, le parcours, c'est beaucoup d'écoute, une pratique régulière, décomplexée, et surtout, garder un état d'esprit positif, curieux. Se focaliser sur l'authenticité de la communication, sur le plaisir de l'échange, plutôt que sur une perfection qui peut être paralysante. L'authenticité, c'est aussi être soi-même dans son apprentissage. Une approche plus réaliste et plus agréable, sans doute. Certainement. Et peut-être une dernière question pour la route, pour continuer à réfléchir. Cette fameuse tension entre la langue normée, celle des dictionnaires et des grammaires, et la langue parlée, qui évolue sans cesse. Comment elle est vécue, pas seulement par les apprenants qui essayent de s'y retrouver, mais aussi par les locuteurs natifs eux-mêmes. Quel regard ils portent sur leurs propres variations, leurs propres écarts par rapport à cette norme. C'est une dynamique vraiment passionnante qui nous rappelle que la langue, avant tout, c'est un fait social, c'est vivant.